bonjour à toutes les personnes qui sont actuellement connectées et qui vont aussi bientôt arriver. Je suis très honoré en fait de co-animer cette webconférence, ce webinaire. Et je vais avoir l'impolitesse de me présenter. Hein, dans la petite fenêtre, c'est vrai qu'il y a le nom, hein, Jean-Yves Maillefert. Je suis ingénieur informaticien hospitalier et pas vraiment spécialiste de la modération ou de l'animation. C'est pour ça que je co-anime avec Mourad. Il y a Chérif, donc, qui est professeur d'enseignement paramédical à l'Institut de pédagogie pour la formation paramédicale, donc à Alger, en Algérie. Donc, Mourad, je peux faire un petit coucou, si tu veux. Voilà. En ce qui concerne la primo, on va dire, recommandation pour les webconférences, donc c'est effectivement de fermer son micro lorsqu'on n'intervient pas, sinon c'est très rapidement cacophonique. Voilà. Donc je rappelle le titre du webinaire, donc c'est le numérique en santé sans frontières, quelle riposte à la pandémie Covid-19. Alors effectivement, la pandémie sévit toujours sur notre planète. Hein. Même on a une alerte récente de l'OMS comme quoi il y a une accélération de la contagion. Et effectivement, chacun de nos États, chacun de nos pays est souverain en matière de santé, mais il est quand même possible de constater que l'intérêt ou l'usage du numérique en santé est quand même quelque chose de commun à tous nos pays. Bien sûr, appliqué par rapport à des besoins et des contextes de déploiement qui sont complètement différents. Donc ce webinaire en fait intègre le déroulement du MOOC e-santé, hein, qui est actuellement porté, enfin qui est porté par Lisette Cazelet, hein, qui, si on était à la télévision, on dirait qu'elle est en régie, c'est-à-dire elle a les manettes du Zoom actuellement. Donc Lisette, alors je sais pas si, ah oui, on te voit pas, je crois que c'est ça, t'as mis la. Et voilà. Voilà, donc voilà. Et donc, alors pourquoi on co-anime? Si quand même, je signale qu'on co-anime, c'est parce que les deux webinaires précédents ont été animés par Dominique Loal, notre reporter e-santé préféré, et on a été obligé au moins de s'y mettre à deux pour tenter euh, non pas de faire aussi bien, mais de faire moins pire, quoi. Voilà. Donc à part ça, quand même un petit mot sur notre MOOC, hein. Donc il se porte plutôt très bien. On a le cap, on va dire le cap symbolique des 1000 adhérents qui est largement dépassé. On a des adhésions, enfin, des inscriptions encore tous les jours, donc ça se passe plutôt bien. Et au niveau des inscriptions, on a entre 12 et 15% des inscrits qui sont effectivement hors France métropolitaine. Donc ça témoigne d'une part quand même d'une bonne vivacité de la francophonie, mais surtout d'un intérêt commun dans le contexte de la pandémie du Covid pour le numérique en santé comme recours en fait. Hein. Donc là, Lisette a passé une petite carte où en fait sous chaque épingle en fait c'est un ou plusieurs inscrits. Alors, on voit effectivement que l'Europe, le continent africain est bien représenté, mais ça va même jusqu'à l'océan Indien, l'Océanie. Et on a on a Lynn qui va intervenir au Canada, qui est seul derrière cette épingle. Mais enfin, on voit quand même 12 à 15% de participants francophones. Voilà. Alors, comme c'est difficile de faire des voyages actuellement, pas simple, notre réunion numérique va nous permettre quand même de faire une sacrée promenade sur notre petite planète qui, malheureusement, subit le Covid. Et dans l'ordre de leurs interventions, je vais présenter donc Alwa Mawa, donc, qui est directeur national du Living Peace Institute, donc en République démocratique du Congo. Donc, Alwa, si on ne voit pas la cam, on va faire un petit coucou. Donc là, on va traverser ensuite, bonjour, voilà. On va traverser l'Atlantique pour rejoindre Madame Lynn Aubuchon, donc au Canada, à Sudbury, donc c'est le nord de l'Ontario.
donc, qui elle est chargée d'enseignement à l'école des sciences infirmières de l'Université Laurentienne. Voilà. Ensuite, on va revenir côté européen, c'est-à-dire qu'on retraverse l'Atlantique à nouveau pour retrouver Monsieur Patrick Altaos, donc, qui est à Berne, en Suisse, et qui est chef de projet formation continue de la Ligue pulmonaire suisse. Donc, il nous expliquera tout ça. Et pour terminer, eh bien là, cette fois, c'est la Méditerranée qu'on va franchir pour retrouver le docteur Jalil Rahali. Donc là, je suis obligé de regarder mes notes parce que c'est des métiers qui sont très nouveaux et dont je ne connaissais pas l'existence. Cyberpsychologue clinicienne, cyberpsychothérapeute, à Oran, en Algérie, voilà, qui nous présentera de nombreuses choses. Donc, je pense que j'ai assez parlé et je vais tout de suite passer la parole, donc, je vous le rappelle, pour une intervention d'environ 10 minutes, donc, à Alois. Je rappelle à tous les auditeurs de fermer leur micro et que mon camarade Mourad va tout au long du webinaire recueillir vos questions par le chat que vous poserez au fil de l'eau et qui, avec celles qui ont été proposées lors de vos inscriptions, seront soumises à la fin. Enfin, là, ce sera quand même en fonction du temps qui restera, il nous proposera donc les questions et aussi il sera chargé de faire une petite conclusion de notre réunion numérique. Voilà. Merci à vous, Alwa Mawa. Merci beaucoup et bienvenue pour ces webinaires. Je représente Living Peace Institute, une organisation basée en République démocratique du Congo, avec pour mission de tout faire pour impliquer les hommes pour réduire la violence au niveau des communautés affectées par les conflits. Comme vous le savez, à 90%, les hommes sont responsables des violences. C'est eux qui prennent les armes, c'est eux qui violent les femmes. Et la mission de Living Peace Institute, c'est vraiment comment transformer les normes culturelles sensibles à la masculinité pour avoir des hommes responsables et des hommes modèles. Je souligne aussi que nous travaillons beaucoup sur les bases communautaires dans les communautés affectées par le conflit. Et comme vous le savez, COVID a eu un des impacts, c'est vraiment au niveau des interventions à base communautaire. On peut passer. Donc, la République démocratique du Congo, c'est le deuxième pays le plus grand après l'Algérie en Afrique. Et 80 millions d'habitants. Depuis donc le 10 mars, la présidence de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire qui consistait à des fermetures d'écoles, des frontières, d'églises, de tout lieu de rassemblement afin de maximiser la prévention et ralentir la contamination. On est passé à un confinement partiel, donc il y a tout un quartier dans la capitale qui était entièrement confiné, mais pas d'autres. Et à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 7000 cas de personnes affectés par le COVID-19 et 80% de ces cas se trouvent à Kinshasa, dans la capitale. J'habite à Goma, dans le Nord Kivu. Jusqu'à aujourd'hui, nous enregistrons 93 cas de COVID. Et dans tout le Congo, il y a 182 décès, plus de 3000 guéris. Je dois indiquer que cette situation de pandémie a contribué à aggraver les conditions socio-économiques. Et malgré le Covid, nous assistons quand même à d'autres possibilités de risques de contamination, notamment des manifestations politiques, de la population qui ne peut pas rester trop longtemps dans les maisons et qui font carrément le choix d'autres rassemblements et qui peut aussi contribuer aux contaminations. Voilà, les pays font face à un manque de capacité de tests, donc nous ne pouvons pas dire que c'est seulement 7000 cas. Quand même, ce n'est pas partout où on applique les tests.
Donc, depuis le 29 juin, on assiste à un déconfinement progressif avec de nouvelles exigences, notamment le port des masques, la distanciation sociale, les rassemblements de moins de 20 personnes et les conditions d'hygiène, ainsi de suite. On peut passer encore. Le prochain diapo. Voilà, donc comment nous, on a pu s'adapter, évidemment, nous étions pris au coup parce que ce n'était pas des situations auxquelles on était habitués. Et nous étions presque obligés de renforcer notre mécanisme de coordination à travers des plateformes comme Zoom, WhatsApp, Skype, quand cela le permet, mais davantage, c'est le Zoom qui était privilégié parce que ça offrait plus de possibilités d'échange. La qualité des échanges était aussi meilleure. Et dans les 4 provinces où nous intervenons, donc nous essayons d'organiser des rencontres hebdomadaires au moyen des Zoom. À l'époque, c'était les déplacements qui étaient privilégiés. On pouvait organiser une réunion peut-être au niveau du siège à Goma et cela nécessitait que chaque coordinateur puisse se déplacer pour cette rencontre. Désormais, on est en train de tester comment on peut renforcer cette façon de faire et de faire des réunions de coordination peut-être en ligne à distance. Voilà, nous avons aussi réfléchi entre nous comment on peut continuer à garder contact, comment mettre l'accent sur le travail qui ne nécessite pas de présence au bureau, des déplacements, comme le travail de rédaction des rapports, le travail de recherche et de financement quand il faut rédiger des propositions, le travail des conférences, les formations. C'était ça le but de nos rencontres de coordination. Et au niveau maintenant des communautés, c'est comment renforcer l'information au moyen des téléphones mobiles. Parce que j'ajoute que la fracture numérique est telle que toutes les communautés n'ont pas accès facile à l'Internet, mais tout le monde a presque un téléphone portable. Donc, nous avons essayé de développer aussi des groupes WhatsApp pour pouvoir échanger et transmettre des informations de qualité entre nous. Donc, encourager aussi des rencontres porte à porte tout en observant des mesures barrières. Comme ça, on peut aussi amener l'information de qualité sur COVID dans les maisons reculées, les personnes qui n'ont pas vraiment accès à des informations de qualité. Parce que j'ajoute que les tabous, les rumeurs prennent parfois de l'ampleur quand les communautés n'ont pas accès à des informations de qualité. Et au niveau donc de notre service de communication, nous avons beaucoup renforcé la présence sur les médias sociaux, le Facebook, les groupes WhatsApp, pour vraiment partager les témoignages et les expériences dans ces contextes de confinement. Les diapos suivants, s'il vous plaît. Voilà, donc, quelle expérience avons-nous vraiment maximisé ou tiré de ces nouveaux contextes? Nous avons observé que quand même le travail devenait de plus en plus efficace. Il y avait réduction des coûts de voyage, par exemple, lorsque chacun doit rester travailler chez lui, travailler au bureau, plutôt que des rencontres physiques. Aussi, les outils de e-santé servent aussi à d'autres opportunités, comme des cours en ligne, des webinars, des conférences. Et on a aussi constaté qu'il y avait, malgré cette distance ou cette présence technologique, il y a ces forts besoins de rencontres interpersonnelles, de se revoir encore, de se saluer encore, de se toucher encore. Donc, ce besoin est quand même resté assez fort. Et comme défi, j'ai parlé donc des fractures numériques qui empêchent une connexion facile. Et puis, comment assurer les supervisions à distance, en ligne. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très faciles dans le contexte de COVID. Comment créer confiance. Quand on rencontre les personnes, on renforce aussi la confiance. Et en conclusion, donc,
Nous allons continuer à renforcer ce qui a vraiment marché, des bonnes expériences, notamment essayer de doter chaque personnel des bureaux, les moyens de communication, les moyens de technologie, doter aussi à l'organisation des choses comme des serveurs. Lorsque nous recevons des informations, nous pouvons les analyser afin d'intervenir le plus rapidement possible. C'est des choses qu'on a observées pendant Covid, qu'on ne faisait pas avant et qu'on estime qu'on doit pouvoir les renforcer. Merci beaucoup. Merci de cet éclairage sur les activités de pays. Mais euh, donc, est-ce que vous travaillez en fait de façon autonome ou est-ce qu'au niveau national vous avez une aide, notamment, vous avez parlé on va dire, de l'infrastructure de communication qui est un gros barrage, ou est-ce que en fait vous faites de manière autonome, vous recherchez les solutions qui fonctionnent, hein. Vous avez parlé donc du support téléphonique, de l'usage de WhatsApp, enfin, des réseaux sociaux. Est-ce comment ça fonctionne, hein? Donc, Living Peace mobilise les ressources. Donc, on travaille vraiment de manière autonome. C'est une organisation indépendante, non gouvernementale. Et nous comptons beaucoup sur l'assistance des bailleurs de fonds. Donc, les appels à propositions, nous soumissionnons et parfois aussi nous gagnons. Désormais, dans les budgets, nous allons commencer aussi à inclure des matériels pareils, comme les ordinateurs, les téléphones et puis la bonne connectivité. Merci. Ok, donc a priori pas vraiment de stratégie nationale stimulée par le Covid pour Non, a justement. priori, pas de stratégie nationale. Ok, merci Alois. Euh, donc les questions, comme je l'ai dit en introduction, peuvent s'empiler en fait dans le chat, hein, pour la fin du webinaire. Et là, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique. On va rejoindre Lynn Aubuchon, voilà, qui a allumé son micro parfait et qui va c'est pareil, nous faire, enfin nous tenir au courant de ce qui se passe autour d'elle. Je crois que en fait, Sudbury est dans une région avec une densité de population assez faible. Donc, il y a peut-être aussi des particularismes liés à cette typologie. À vous, Lynn. Parfait, merci, bonjour. Alors, nous, c'est à partir à peu près de février dernier qu'on a commencé à entendre parler un petit peu plus de la COVID-19. C'était surtout dans les médias, pas beaucoup autour de nous. Alors, c'était quelque chose qui commençait à avoir des inquiétudes de façon très lente, mais c'est au début de mars qu'on a vraiment été plus frappés parce qu'à Toronto, on a eu un gros congrès minier. Vous savez qu'au Canada, on a beaucoup de mines. Et il y a eu un gros rassemblement minier qui a eu à peu près 25 000 personnes qui sont venues de partout à travers le monde. Et c'est suite à ça qu'on a commencé à avoir un peu plus de cas au Canada. Donc, à Sudbury, on est une communauté qui a une industrie minière qui est quand même bien établie. Il y a été longtemps que la ville était, au niveau économique, très, très dépendante des mines, ce qui n'est plus le cas maintenant. On est une communauté d'environ 175 000 habitants. 200 000 avec les gens, les étudiants qui viennent d'un peu partout parce qu'on a des universités, des collèges. Alors, suite à l'événement qu'il y a eu à Toronto au début de mars, on a eu un cas sur le campus parce qu'on a une agence fédérale qui a un bureau relié aux mines. Alors, il y a eu une personne qui a été déclarée positive. Ça, c'était au début mars et c'est à ce moment-là que notre campus a fermé le 11 mars. Notre monde a changé du tout. On a cessé les cours en présentiel pour passer vraiment à un mode entièrement à distance. Il y a eu une cessation des stages. Pour moi qui est en sciences infirmières, ça a été un peu la catastrophe. Il a fallu se réadapter, il a fallu se repenser, il a fallu trouver 1001 façons de faire pour être capable de terminer notre session et rencontrer évidemment les objectifs et les attentes de notre ordre professionnel pour nos différentes étudiantes, surtout nos étudiantes qui étaient des finissantes et qui étaient, eux, dans leur stage d'intégration finale. Alors, ça a été vraiment très difficile. Notre université était la première à décider vraiment de cesser les cours en présentiel dès qu'il y a eu cet avis qu'on avait un cas sur le campus, étant donné qu'on voyait que du côté européen, il y avait beaucoup de cas qui se répandaient quand même assez rapidement à cause des contacts
Alors, ça a été fait rapidement. Les directeurs de santé publique de différents districts ont établi les règles à suivre. Là. Alors, distanciation sociale, lavage des mains, confinement a été fait un petit peu partout. Nous, du côté du travail, ça a été fait très rapidement où on a dû travailler de la maison entièrement pour donner nos cours. Au niveau du Québec aussi, il y a eu beaucoup de gens touchés parce que du côté du Québec, leur semaine de relâche scolaire est plus tôt que pour la majorité des autres provinces. Alors, ça a entraîné beaucoup de gens à voyager un petit peu partout au pays, mais aussi hors pays des voyages. Alors, le Québec a eu beaucoup de cas qui ont ressorti grandement et majoritairement chez les personnes âgées, comme ce qui a été vu pour la majorité des pays au niveau mondial. Alors, c'est au niveau des personnes âgées qui vivent dans les soins de longue durée qu'il y a eu le plus de décès. On a environ un petit peu plus que 100 000 cas au Canada en date d'aujourd'hui. Là-dessus, près de 9 000 décès, dont la grande majorité sont des personnes très âgées, nos aînés, qui étaient très dépendants des soins qu'ils recevaient dans les maisons de soins de longue durée. Alors, les mesures de confinement ont été pas mal semblables un petit peu partout à ce qui s'est appliqué de votre côté de l'Atlantique. Comme vous avez été frappés avant nous, on a pu, dans le fond, profiter un petit peu, bénéficier de toutes les choses que vous avez mises en place de votre côté pour pouvoir prendre les meilleures mesures et les mettre en application de notre côté. Actuellement, on est en phase de déconfinement progressif. On a été pendant de longues semaines confinés à nos domiciles, à ne sortir que pour les services essentiels. En Ontario, on est à la deuxième phase sur les 3 de prévus. Ça a commencé à la mi-mai, c'est très progressif, beaucoup de prudence encore de la majorité de la population. Le port du masque en public et pour recevoir des services devient une pratique de plus en plus commune et répandue. Alors, ce qui est arrivé quand le confinement s'est fait, la majorité des services essentiels seulement étaient ouverts et la majorité des services en soins de santé étaient dans les hôpitaux. Ce qui a fait en sorte qu'ils donnaient comme consigne de tenter de les éviter autant que possible, d'y aller seulement pour les urgences. Donc, les gens qui avaient accès à des services de santé à distance se sont tournés vers ce type de service-là pour pouvoir recevoir des consultations puis s'assurer qu'elles étaient pour aller à l'hôpital seulement si c'était pour être vraiment très nécessaire. Mais ça a fait en sorte qu'on a pu remarquer qu'il y avait énormément d'inégalités dans la disponibilité de ces différents services de santé à distance. Alors, si la majorité des régions urbaines sont quand même assez bien desservies au niveau du réseau Internet, c'est vraiment pas le cas des régions rurales et à travers le Canada. Comme vous le savez, on est un très vaste territoire. On a une population d'un peu moins de 40 millions d'habitants au total, ce qui fait en sorte que le réseau Internet à haute vitesse, qui est vraiment nécessaire pour avoir des services de e-santé de qualité, n'est pas disponible partout. Alors, pour quelqu'un, tenter d'avoir une consultation virtuelle, quand c'est seulement un accès Internet par une ligne téléphonique qui est très lente, avec beaucoup de coupures, c'est très peu concluant. Il faut aussi penser qu'il y a des gens qui ont carrément pas accès à du réseau suffisant pour avoir ça. Les cours étaient tous à distance, mais certaines étudiantes ont eu des défis de connexion parce que dans leur région, quand elles sont retournées dans leur famille, étant donné que tout le monde était maintenant en télétravail, ça a fait en sorte que les réseaux ont surchauffé à certains endroits et alors ça avait un impact sur les soins de santé qui étaient disponibles aussi de façon virtuelle. Également, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a des personnes qui sont à revenus limités, on a des personnes âgées, on a des gens aussi qui sont itinérants, qui ont carrément pas d'accès à avoir un réseau Internet, qui utilisaient beaucoup les réseaux qui étaient gratuits, qui étaient offerts dans les bibliothèques et certaines municipalités, dans les cafés, ces choses-là. Alors, tout ça, c'était fermé, donc ces gens-là n'avaient plus d'accès. Il y a des gens qui n'ont carrément pas d'ordinateur. Alors, ces personnes-là ont eu vraiment beaucoup de difficultés d'accessibilité aux soins de santé. Il y a des gens on a pu voir des gens qui ont retardé d'aller consulter parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital et ils n'avaient pas accès à des soins de santé virtuels ou des consultations, qui ne savaient pas non plus comment faire pour rejoindre. Alors, ces gens-là ont eu plus de cas de maladies cardiaques. Ce qui a été remarqué, c'est que les cliniques, après la grosse vague où tout le monde était sous le choc, où le confinement s'est fait, c'est que les gens ont commencé à ouvrir plus les lignes téléphoniques. Alors, les cliniques de santé qui étaient fermées de façon générale, on pouvait appeler, on pouvait demander une consultation téléphonique. Il y avait une évaluation par téléphone qui était faite et suite à ça,
si vraiment il y avait nécessité d'aller consulter pour avoir un peu plus, c'était fait en face à face avec les mesures là, de sécurité, des dépistages passifs avant que les gens aient un accès. Alors, la COVID-19 a fait ressortir beaucoup d'inégalités dans l'accès aux soins. Aussi, au Canada, on a 2 langues officielles. Alors, il y a certaines communautés linguistiques en situation minoritaire qui ont vu la fermeture de certains services de soins de santé pour eux. Alors, c'était plus difficile d'avoir accès pour un certain temps à des services dans la langue de son choix. Ce qui est de la science infirmière, des sciences infirmières plutôt où je travaille, il a fallu qu'on trouve des méthodes alternatives à nos laboratoires de pratique, à nos stages. Pour nos cours, les transférer à un mode à distance, ça a été aussi un défi, mais c'était surtout les laboratoires, les stages qui ont été un défi majeur. Nos milieux cliniques se sont fermés aux étudiants quand la pandémie nous a frappés. Zoom est devenu pas mal notre meilleur ami. Notre plateforme numérique, Desire to Learn, a été utilisée de façon plus approfondie pour nous permettre de terminer notre session d'hiver et est utilisée pour notre session d'été actuelle. Il y avait beaucoup d'inconnus quand la pandémie a frappé. Dans la majorité des milieux, il y avait une grande peur de manquer de matériel parce qu'on pouvait voir que les stocks diminuaient rapidement. Alors, les milieux se sont fermés aux étudiants pour vraiment garder le matériel pour le personnel de soins. Alors, on s'est tourné vers des simulations virtuelles, du matériel en ligne, et on a réalisé assez rapidement que ce qui était disponible en français était très peu comparé à ce qui existait en anglais. Alors, les étudiantes francophones étaient donc défavorisées dans leur apprentissage. On été très créatifs, on a travaillé très fort sur plusieurs fronts, trouver des nouvelles ressources virtuelles en français qui correspondaient aux besoins que notre programme avait. On a aussi travaillé sur des différents projets pour offrir du matériel à distance, pour traduire du matériel existant. On a des collaborations pour le faire. Alors, maintenant, on espère vraiment que nos milieux de soins vont pouvoir ouvrir leurs portes cet automne pour que les étudiants puissent mettre en pratique tout ce qu'on leur a enseigné jusqu'à présent et ce qu'on va aussi leur enseigner. Comme la pandémie a frappé de plein fouet, a changé vraiment notre perception du monde à tout jamais, ça a quand même apporté des bonnes choses parce que maintenant, les gens voient vraiment la valeur du travail en santé publique, voient à quel point les mesures de prévention en santé peuvent faire une différence. Ce travail-là a été très valorisé alors qu'avant, c'était beaucoup sur les hôpitaux que le focus était mis en permanence. Maintenant, on peut voir que les gens qui sont en communauté aussi ont une valeur ajoutée. Alors, le travail fait par les différentes professions en santé de à peu près toutes les professions ont été vraiment valorisées et nos étudiants travaillent beaucoup actuellement dans les milieux de soins à titre de préposés aux soins en attendant de terminer leur formation. Ils sont très fiers aussi. Cette pandémie a refermé leurs conditions d'être à la bonne place. Et puis, pour conclure, la pandémie a fait ressortir l'importance de la e-santé et de son accessibilité pour toute la population canadienne sur l'ensemble du territoire. Les différents paliers de gouvernement semblent vouloir actuellement vraiment travailler de concert pour régler notre problème d'accessibilité. On avait des grands géants de l'industrie numérique qui avaient fait un peu un consortium pour limiter, mais là, on peut voir que le gouvernement commence à regarder pour avoir des gens hors Canada pour permettre de pallier à nos difficultés de réseau qu'on a sur le territoire. Alors, ça semble positif. Au niveau de la science infirmière, ce qu'on peut voir, c'est que si plusieurs adaptations ont été faites pour avoir une infirmière qui est compétente à partir de moyens virtuels, on réalise qu'il n'en demeure pas moins qu'il nous faut aussi pouvoir la placer au chevet des personnes qui ont besoin d'elle pour être capable de développer toute sa palette de compétences essentielles à une infirmière autorisée de qualité. Alors, je vous remercie de votre attention. Écoutez, c'était parfait. Hein. Là, je pense que il y aura peut-être des questions dans le chat. J'aurais tendance à dire que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en France et surtout en fait que la Covid a révélé en fait soit des carences, des besoins ou à stimuler en fait tous les outils de la e-santé, que ce soit dans votre métier d'enseignante, le téléenseignement, l'enseignement à distance, peut-être une mise en place de plateformes et en fait de parcours digitalisés. Et pour les soignants, bah, l'usage de la téléconsultation, télémédecine et donc par conséquent peut-être un développement, une amélioration du réseau, la disponibilité du réseau numérique dans vos régions. En tout cas, merci. Vous avez tenu dans le temps imparti.
Donc, on va retraverser l'Atlantique pour rejoindre Patrick Altaos, donc à Berne. Voilà, qui a ouvert son micro. Voilà. Bon, Et qui, voilà, donc il y a des transparents. Voilà. Je vous laisse la parole. Ok, bah, si c'est possible d'avoir la diapo, c'est pas mal. Mais je voulais simplement d'abord vous remercier de m'avoir invité à prendre part à ce webinaire. Et en fait, je commencerai par une petite blague. Pour une fois qu'un petit Suisse est présenté sous une autre forme que celle d'un petit fromage frais, c'est pas mal. Diapositive suivante. La e-santé en Suisse. On peut passer à la diapositive suivante. Pour l'instant, en fait, le dossier électronique du patient, que vous connaissez bien en France, le nôtre, il est en phase 3, c'est-à-dire projectaton DEP. En principe, il devrait être disponible vers la fin de cette année ou en tout cas au tout début de l'année prochaine. Et en fait, on se rend compte que les autorités politiques aujourd'hui ont vraiment mis l'accent pour avancer vite dans ce projet, puisque en fait, comme ce n'est pas un projet qui est centralisé, c'est un projet qui est mis en place dans différentes régions avec différentes plateformes, la coordination et l'interopérabilité semble un challenge important à régler, et on arrivera certainement vers début 2021 à pouvoir utiliser ce dossier. On s'est surtout rendu compte qu'il nous manquait pendant toute cette crise sanitaire qu'on vient de vivre. Pour ce qui concerne les ligues cantonales, en tout cas les ligues pulmonaires pour lesquelles je travaille, non, c'est encore un tout petit peu trop tôt. Nous, on a plutôt utilisé des systèmes de type Zoom ou Skype pour ou pour réaliser des contacts à distance pour le suivi des patients qu'on a. C'est des patients souffrant d'insuffisance respiratoire, certains sous oxygène, certains sous ventilation mécanique à domicile. Et c'est vrai que ça a été très, très, très utile et très efficace. Pour certains patients à haut risque d'exposition, c'est clair que c'est une offre qu'ils ont acceptée très, très, très volontiers. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de la srf.ch, vous tapez simplement Corona et là, vous aurez, mais en suisse allemand, je m'excuse, vous aurez la possibilité de voir un tout petit reportage sur ces consultations ou ces surveillance à distance des patients. Juste encore un mot pour ce qui a été alors très rapidement mis en place dans le domaine de la e-santé, c'est l'application Suisse Covid qui réalise en fait un complément au système de traçage des patients, enfin des personnes infectées. Je dois reconnaître que en 9 jours après son lancement, il y avait plus de 1 million de personnes qui avaient installé et activé l'application. Malheureusement, on ne nous fournit pas officiellement les chiffres de ceux qui l'ont installé puis désinstallé, mais on vient d'apprendre ce matin par un sondage qu'il y a environ 60% de la population qui croit que ça ne sert à rien. Donc, je pense effectivement que c'est quelque chose à suivre. Mais tous nos professionnels des ligues cantonales qui ont l'habitude de faire des enquêtes d'entourage dans le cadre de la problématique de la tuberculose ont été mis à contribution et sont en contact direct avec les personnes infectées comme avec leurs contacts. Juste un tout petit détail, l'application va enregistrer uniquement des contacts de plus de 15 minutes à moins de 1,50 m de distance des téléphones. Voilà, diapositive suivante. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est la situation actuelle à quelques jours près en Suisse. J'ai pris les chiffres du 7 juillet. On est actuellement à 32 369 personnes testées positives
positives. Ça fait en fait en moyenne, puisqu'on est à peu près 8 millions en Suisse, ça fait 343 cas par 100 000 habitants. On déplore un petit peu plus de 1680 personnes qui sont décédées. Ça représente 19,7 personnes pour 100 000 habitants. Et je donne encore 2 chiffres, après je m'arrête dans les chiffres. On a actuellement entre 500 et 600 personnes qui sont placées en isolement, puisque nous sommes passés en phase 3 du semi-déconfinement. Et en face de ces personnes en isolement, on a plus de 3500 personnes en quarantaine, qui donc sont les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées. Question mesure, alors on a évidemment mis l'accent sur le traçage des contacts, sur l'isolement à domicile, sur la distanciation sociale, là où c'est possible, et sur le télétravail. Alors, le télétravail, c'est une des dernières mesures qui est, à mon avis, la moins suivie, puisque on a été tellement à retourner au travail qu'il a été nécessaire et très rapidement que le Conseil fédéral prenne les dispositions d'obligation du port du masque dans tous les transports publics depuis le 6 juillet. Chez nous, il reste encore les manifestations de plus de 1000 personnes qui sont interdites et qui seront interdites certainement jusqu'à fin août. Et on a introduit l'obligation d'une quarantaine pour les personnes qui rentrent en Suisse en provenance de certaines régions. Et on peut trouver la liste des régions. Il y a la Suède, il y a évidemment les États-Unis, etc. En fait, on se rend compte qu'on met beaucoup l'accent sur la responsabilité individuelle des personnes et on a aussi tendance à l'oublier. Il faut toujours rappeler que le lavage des mains régulier et le respect des distances, c'est quand même la meilleure manière de se prémunir de cette infection. Diapositive suivante. L'organisateur nous a demandé de réfléchir sur le monde d'après, ce qui reste, ce qui ne restera pas. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas forcément exactement dans le monde d'après, on est déjà encore en plein dedans. De l'avis de tous mes collègues, c'est l'impact économique qui va perdurer plusieurs années. Et je me suis permis de réfléchir pour 4 domaines. La politique sanitaire. Avant la crise, on discutait des coûts. D'ailleurs, tout le monde s'accordait sur l'adage « la santé n'a pas de prix ». Mais le coronavirus nous a tous mis en face de la réalité. Il a un coût. Et l'important maintenant, c'est d'assurer pour toutes les populations, et je pense spécialement aux populations démunies, parce qu'on en a aussi en Suisse, l'accès aux soins de qualité, en y associant évidemment ce qui sera une problématique future proche, c'est l'accès aux vaccins. Ça va peut-être prendre du temps, mais est-ce qu'il sera disponible pour tous? C'est un gros point d'interrogation. Système de santé publique suisse, deuxième domaine. C'est clair qu'on a un système de santé qui est excellent. Il est mis sous pression, ou en tout cas, il a été mis sous pression par la crise qu'on vient de traverser. Et la seule chose qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'on soit capable de rendre le financement solide et non pas dépendant d'une classe sociale moyenne qui finit par payer toujours plus cher. Alors, on pense souvent à l'argent. Personnellement, je suis dans la formation professionnelle, donc je préfère aussi penser aux ressources humaines. Et là, j'aimerais juste profiter de la voix qui m'est donnée pour dire un immense merci aux professionnels de santé, mais pas seulement à eux, aussi aux professionnels dits de première nécessité qui ont permis au système de ne pas s'écrouler. L'impact économique, j'en ai parlé juste avant. Vous pouvez le dire, avant, on avait un taux de chômage bas en Suisse avec une progression, une croissance du PIB positive. Maintenant, ça s'est complètement inversé. On a un chômage qui explose avec une croissance négative du PIB, mais ça, c'est, je pense, dans tous les pays que ça va arriver. Le dernier domaine, c'est la formation professionnelle. C'est mon domaine cher. Et je me permets de vous signaler qu'en Suisse, on va gentiment arriver à partir de 2021
avec sur le marché un professionnel qui s'appellera expert respiratory care. Ce sera une première en Suisse. Ce seront des professionnels de santé, infirmiers, infirmières, physiothérapeutes, conseillers en maladies respiratoires, qui pourront faire reconnaître leur expertise dans le domaine de la santé respiratoire. Et tout ceci est une formation en cours d'emploi qui est à disposition dès maintenant pour ces professionnels. Est-ce que ces professionnels utiliseront des outils de e-santé? Personnellement, j'en suis absolument persuadé parce que ce sera impossible de faire autrement. Et d'ailleurs, on a déjà actuellement un certain nombre de ces outils qui sont en fonction. Je pense par exemple pour nos patients qui sont sous ventilation mécanique à domicile, toute la possibilité de télécharger les données des appareils et qui permettent l'interprétation des difficultés qui sont vécues par le patient à son domicile, tout en étant devant son ordinateur de notre part. On nous a demandé un retour positif ou négatif. Alors, comme j'aime bien finir sur une note positive, je vous signale juste, pour moi… De finir assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, ouais. Le point négatif de l'histoire, pour moi, c'est l'effet psychologique du confinement auprès des enfants et des adolescents. À mon avis, ça n'a pas été pris assez en compte dans les mesures qui ont été prises. Et puis, la conclusion positive, c'est que notre système de santé, il n'a pas implosé. La preuve, on avait encore des réserves et on a pu prendre en charge un certain nombre de patients français dans nos hôpitaux suisses. C'est la raison pour laquelle notre conseiller fédéral sera le 14 juillet à votre fête nationale. C'est M. Alain Berset qui est devenu très connu depuis qu'il a dit en conférence de presse le 16 avril dernier concernant son plan de sortie de crise, il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ça, c'est bien suisse. Merci à vous pour ce tour d'horizon. Alors, on y reviendra peut-être, mais vous avez dit que la Suisse, enfin sur les forums, parce que je rappelle que vous avez fait un brillant parcours sur le MOOC comme Lynn Aubuchon, hein, vous avez fait la totalité du parcours. Vous avez évoqué sur le forum que l'application Suisse Covid était la première au monde à utiliser les interfaces Google et Apple pour le traçage de proximité. Et pour ce qui est de la France, c'est un des obstacles justement. C'était vraiment un sujet d'achoppement qui est donc déjà de non-utilisation de ces interfaces. Et ce que vous nous avez dit, en fait, c'est que l'application, enfin, c'est plutôt la population qui avait trouvé que ça ne servait à rien à 60%. Donc, c'est assez curieux. Donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je vais passer la parole. Donc, cette fois, on enjambe la Méditerranée donc au docteur Jalila Rahali. Déjà, en la félicitant, parce que, pour information, pour ceux qui ne l'auraient pas, pour son premier prix, en fait, de Startup e-santé dans le cadre du hack algérien pour son application qui s'appelle Coronaphobia, hein, alors je sais pas que j'ai moi-même expérimenté et qui m'a réconforté parce que mon score est plutôt bien. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Donc à vous, merci docteur. Je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente d'abord. Donc, je suis docteur Jalila Rahali, psychologue clinicienne spécialisée en cyberpsychologie, qui est une nouvelle discipline et à part entière, puisqu'elle s'affirme de plus en plus comme une approche transversale qui ne relève plus uniquement de la psychologie appliquée. Donc, elle touche actuellement autant au numérique, au juridique, à la cybersécurité, qu'à la Smart City, dans sa dimension d'inclusion by design. Donc, je me suis intéressée au numérique depuis plus d'une vingtaine d'années et aujourd'hui, mon entreprise émergente, Nafsiatique, donc Nafsia pour psychisme, TIC pour TIC, Conformatique. Donc, on est toujours dans la rime. Et là, c'est-à-dire cette entreprise émergente est là pour développer justement des solutions technologiques dans le domaine de la santé mentale.
Donc en Algérie, comme dans le monde, la peur de la contamination par le Covid-19 est là et à en devenir une véritable phobie. Le stress généré justement par cette situation et par le confinement prolongé est là aussi à en devenir une véritable agoraphobie. Donc, je parlerai donc d'un état de lieu par rapport à mon domaine d'intervention. Donc, en Algérie, par exemple, les chiffres sont fluctuants par rapport au nombre de contaminations et de décès. La stratégie du confinement est aussi fluctuante suivant le terrain. Donc, on a eu un confinement d'abord total à Blida, qui est une ville au nord d'Algérie, ni premier ou original du Covid-19, puis un confinement partiel dans les plus grandes villes d'Algérie. J'évoquerai Alger, Oran, Constantine. Puis, ce confinement partiel s'est répandu dans les autres wilayas. Il y en a 48 en Algérie. Donc, quand je dis wilaya, c'est par rapport en France, c'est les départements. Donc, il y a 48 départements en Algérie. Donc, ce confinement partiel, finalement, a été généralisé dans tous les wilayas. Et puis après, on a vu que les chiffres commençaient à s'améliorer, plus de rassurance, etc. Donc, les autorités locales ont commencé à déconfiner partiellement aussi. Mais à un moment donné, en voyant qu'il y a un relâchement de la population concernant le port de masque et les regroupements, c'est-à-dire non autorisés, surtout la proximité des personnes entre elles, donc ce qui a engendré, c'est-à-dire une dangerosité dans ce contexte-là. Donc les autorités locales et sanitaires ont procédé à une reconduction du confinement partiel et puis aussi à un durcissement c'est-à-dire dans la communication envers les populations. Donc, cette fluctuation a fait que la peur et l'anxiété ont aussi suivi cette courbe fluctuante, ce qui est actuellement véritablement un danger. Au niveau du psychisme humain. Donc, en psychologue, je verrai ce contexte-là. Donc, et là, j'ai constaté qu'il y a une apparition à un moment donné, c'est-à-dire d'un problème psychologique qu'on essaie un petit peu d'étudier parce que les gens ici ne savent plus sur quel pied danser. Rester à la maison, sortir, porter des masques, bon, c'est obligatoire en Algérie, c'est devenu obligatoire, mais le fait que la prise en charge psychologique, bien qu'elle a été faite dès le début, mais elle n'a pas été généralisée. Donc là, nous, psychologues, on est en train de voir si on pourrait quand même faire des actions plus générales sur toute la population. Donc, bien que le ministère algérien de la Santé, dans ses communiqués de presse, avait mis en exergue la constitution de cellules d'écoute dans les 48 wilayas. Donc, j'ai eu le privilège de former à titre personnel, parce qu'il n'y a pas une formation, c'est-à-dire dans la stratégie ministérielle concernant la cyberpsychologie, qui n'est pas encore une discipline reconnue, qui n'est pas encore, pas seulement reconnue, mais connue en Algérie et ailleurs, même dans d'autres pays. Donc, actuellement, donc ce que je fais, j'interviens à titre personnel pour former le personnel de la santé mentale à intervenir, c'est-à-dire sur le cyberespace. Cette intervention est très différente de ce qu'on a en face à face. Donc, c'est puisque le cyberespace est là, il a ses spécificités. Donc, on a besoin d'une approche vraiment, c'est-à-dire qui
qui ira vers, c'est-à-dire avec ces spécificités-là. Donc, pas seulement c'est-à-dire intervention dans le cyberespace, mais même par rapport à la téléphonie. Donc, il y a eu des interventions de psychologues par téléphonie, surtout les cellules d'écoute qui font ça. Donc, les psychologues que j'ai formés à ce domaine-là qui est nouveau, donc ont été, c'est-à-dire après bien sollicités par rapport aux résultats qu'ils ont eus. Donc, par rapport aux spécificités, par exemple, du cyberespace et de la téléphonie, on a par exemple l'anonymat, le pseudonymat qui doivent être pris en charge. Et aussi, on a l'amplification des émotions. Ce n'est pas pareil qu'en face à face dans un cabinet de psychologue. D'autant plus qu'il y a c'est-à-dire absence des expressions, micro-expressions, d'où l'impossibilité d'aller vers une approche synergologique et comprendre l'autre par sa gestuelle. Donc, en outre, et toujours dans ce contexte, j'ai constaté aussi que les professionnels de la santé mentale avaient besoin d'un outil d'évaluation. Donc, actuellement, ils n'ont pas cet outil-là. Donc, c'est là que j'ai pensé à développer une application qui les aiderait justement comme un thermomètre à évaluer cette peur, à évaluer l'anxiété. Donc, surtout en constatant qu'il y a des populations fragiles, donc qui, par exemple, souffrent de maladies biologiques ou psychologiques, la population du troisième âge et même les enfants qui, par méconnaissance de la chose et par modeling, ont commencé à reproduire les gestes de leurs parents, rituel de lavage, changement répété quotidien des habits, avec sentiment de peur de la mort extrême. Donc, pour des enfants, c'est vraiment très, très dangereux par rapport à eux. Et il fallait quand même prendre en charge tout ça. Mais avant la prise en charge, il fallait évaluer. Donc, en concevant c'est-à-dire un outil scientifique et fiable pour mesurer cette peur et cette anxiété du Covid-19 et aussi l'impact justement du confinement sur le psychisme et sa relation avec le comportement compulsionnel de clic sur les liens sur Internet. Bon, j'ai introduit justement cette dimension. Donc, cliquer sur tout lien qui vient, croire aux fake news. Cela a vraiment nourri la cybercriminalité dans le monde entier, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier, puisque les cybercriminels sont là et ils savent, c'est-à-dire ils ont exploité la peur des populations et ont contribué justement à créer, à répondre et à répandre les fake news. Donc tout cela a été mis en exergue et a été pris en considération dans l'application Coronaphobia Psytest que j'ai conçue, c'est-à-dire avec des collaborateurs en développement pour le développement technique. Donc une approche pluridisciplinaire, multiforme, multifonctionnelle que j'ai appliquée. Actuellement, elle commence à trouver un engouement par rapport aux entreprises, organisations de la santé, par rapport au ministère de la Santé, par rapport au ministère des startups. Donc, d'autant plus que, comme vous l'avez évoqué, donc on a eu le premier prix à Hack Algeria, qui est un grand marathon technologique, et avec la meilleure note des jurys par rapport aux 20 lauréats de ce grand événement. Voilà. Donc, oui. Je m'excuse en fait de vous interrompre parce que le temps passe et on aura peu de temps pour les questions. C'est vrai que votre application est déjà traduite en plusieurs langues. Je voulais juste avoir une petite réponse, mais vraiment très rapide par rapport au stockage des données. C'est-à-dire qu'on répond à un certain nombre de questions, mais est-ce que par exemple la localisation, justement, vous parliez des différences de comportement dans tel ou tel pays, c'est un paramètre aussi dans l'évaluation, dans le scoring du niveau de Alors, tout d'abord, il faut que je précise qu'on a adopté l'approche Security and Privacy by Design. Donc, en veillant à ce que l'application ne récolte aucune donnée personnelle.
dans tous les pays, en Algérie et ailleurs. Donc, elle ne contient pas aussi d'outils de tracking, ni de géolocalisation. Donc, on est là en train de collecter de l'information quantitative, c'est-à-dire qui va servir c'est-à-dire d'analyse après et de prise en charge par les autorités locales et sanitaires. Donc, voilà, bien, on est toujours dans la conformité voilà, par rapport au GRPD. Voilà. Je vous remercie pour cette rapide. Et il ne me reste plus qu'à passer le flambeau à Mourad, qui a capté quelques questions. Alors, il reste peu de temps, donc ça va être, je pense, très sélectif. Et en tout cas, il nous fera la conclusion du webinaire. Merci. Merci à vous. Merci pour l'ensemble des intervenants, les 4 intervenants. Donc, il me reste que 5 minutes, mais je pense qu'on va y aller vers des prolongations parce qu'il y a de très, très, très bonnes questions, très, très pertinentes. Et donc, je me suis organisé. Donc, déjà, ce webinaire est très riche par rapport à la représentation géographique. Nous avons 3 continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Mieux encore, les 4 intervenants ont des profils différents, mais des profils qui se complètent. Donc, nous avons un manager, M. Alois du RDC, du Congo, de l'Afrique. Nous avons 2 praticiens, l'un kinésithérapeute, physiothérapeute qui nous vient de Suisse et bien sûr Lynn qui vient du Canada, qui est infirmière formatrice au niveau de l'université. Et aussi la particularité de ce groupe, c'est surtout notre psychologue clinicienne qui vient de mon pays, Jalila, qui vient d'Algérie. Donc, j'ai organisé ces questions en 2 temps. Donc, je prendrai en considération d'abord les questions qui ont été posées depuis l'ouverture du MOOC, l'ouverture du webinaire. Il y aura 2 chapeaux de questions. Il y aura des questions communes, ça veut dire où chacun de vous peut intervenir, mais essayez d'être juste rapide. Et ensuite, je mettrai en place le 2e chapeau où il y aura des questions très ciblées. Première question. Alors, quel est l'enjeu et l'apport de la e-santé dans la gestion de la pandémie Covid-19? Je vous donne la parole, priorité aux dames. Allez-y. Qui veut prendre la parole? Jalila, oui, allez-y. Alors, par rapport à la santé mentale, en e-santé, j'ai vu qu'il y avait peu d'outils numériques. Donc, la santé mentale est vraiment restée loin derrière le médical et ce qui se fait par rapport, par exemple, aux avancées technologiques dans ce domaine. Donc, par exemple, juste dans le Hack Algérie, j'ai vu une 60aine d'applications et de solutions, c'est-à-dire pour la santé physique. OK, pour c'est-à-dire c'est très important, OK. Mais j'étais la seule qui est entrée dans le côté santé mentale. Alors, pourquoi ce déphasage par rapport aux 2 disciplines, alors qu'elles sont complémentaires, alors que le psychologique agit par rapport à l'organique, donc au physiologique, par manque de… Alors, s'il y a un stress très, très élevé, vous savez que même les traitements ne marchent pas. Le traitement physiologique ne marche pas. Donc, il y a justement actuellement une demande forte dans la santé mentale pour que l'industrie, justement, dans ce domaine, puisse aller vers la e-santé mentale. Voilà. Merci. Lynn, si vous voulez intervenir. Allez-y, Lynn. Alors, en e-santé, c'est évident qu'il va y avoir… On a vu qu'il y avait des belles choses qui étaient en train de se faire et qui vont aider les gens, mais il reste encore énormément à faire. L'accessibilité est un problème majeur pour pouvoir y parvenir. Alors, les gens qui ont des accès au réseau Internet suffisant vont avoir des services qui vont être beaucoup plus développés et beaucoup plus accessibles en tout temps de la journée. Alors, c'est vraiment important qu'on pense à la santé physique, à la santé mentale, comme ma collègue vient de le dire, et qu'on pense surtout à la possibilité d'étendre les réseaux pour l'accessibilité pour tous. Merci, Lynn. Monsieur Alois. Oui, les enjeux sont vraiment en détail. Comme vous le savez, il circule beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformations, parce que c'est une maladie que vraiment on ne maîtrise pas, étant donné que la santé physique, évidemment, on ne sait pas donner de médication. Alors, utiliser ces
et santé pour informer correctement avec des données probantes. Et vraiment, c'est une bataille. Comment lutter contre la sous-information, les rumeurs et toutes les stigmatisations et la peur que ça peut générer. Et vraiment utiliser ça pour bien informer. Aussi, la notion de l'efficacité. Donc, ça permet de réduire un certain nombre de coûts, hein, beaucoup de coûts de supervision, le coût de voyage, hein, qu'on peut vraiment opérer à distance et en ligne. Merci. Alors, la parole est à Patrick. Allez-y, Patrick. Alors, moi, je dirais simplement que j'ai été frappé d'apprendre qu'en Amérique, ils avaient envoyé pour un groupe de vétérans plus de 7000 tablettes pour réaliser justement des consultations à distance. Et ce qui m'a frappé dans les chiffres qui ont été publiés avant-hier, c'est que la grande majorité de ces consultations à distance avaient lieu dans un cadre de e-santé, santé mentale. Et effectivement, il y a une énorme demande et je pense que quand vous avez un système de santé qui est capable d'envoyer des PC à domicile, enfin d'envoyer des notebooks à domicile pour les personnes susceptibles de pouvoir avoir besoin de ces outils, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger cet investissement parce que c'est un investissement qui va se réaliser sur le long terme et qui sera certainement très, très, très bénéfique. Et je pense notamment à tous les enfants qui ont décroché du système scolaire parce qu'ils n'arrivaient pas à être en contact, etc. Je pense que là, il faut vraiment qu'on investisse grandement. Voilà. Merci, Alors, Patrick. permettez-moi juste d'ajouter Allez-y. qu'en France, par exemple, nous remercions notre partenaire X-Humanisa qui est en train justement de publier des articles et parler aussi de coronaphobie Axitest pour justement aider les organismes, pas seulement en France, mais aussi c'est-à-dire dans le continent panafricain. Donc, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc, je les salue. Avec aussi la Chambre du commerce et d'industrie algérienne en France et qui nous a aussi soutenus. Donc, moralement plus parce qu'elle a cru vraiment en nous. Et c'est ça qui a fait que ma team et moi, Fennec Team DZ, on a pu faire la chose. Et puis, actuellement, on évolue vers d'autres applications qui vont aller vers la thérapie assistée par application. Et ça, on le fera dans les prochains délais, Inch'Allah. Voilà. Alors, très bien. On va passer maintenant à quelque chose de très, très pratique. Pour chaque pays, donnez-nous un exemple d'une application qui a été créée durant cette période du Covid. Mais sans donner plus de détails, vous nous donnez juste un petit détail. On commence maintenant par les hommes. Monsieur Patrick, allez-y. Alors, moi, je répète, comme ça, je vais répondre directement à la question. Suisse Covid, qui fonctionne avec un système Bluetooth sur lequel il y a des identifiants aléatoires qui sont créés et qui restent sur le smartphone de la personne qui aura activé l'application. Donc, c'est un système qui ne centralise pas les données et c'est la raison pour laquelle notre préposé à la protection des données a donné son feu vert pour sa mise en route. Merci. On passe à Lynn. Allez-y, Lynn. Alors, nous, au Canada, nous devions avoir une application de traçabilité des cas qui devait entrer en vigueur à partir de juillet. Mais comme vous savez, la confidentialité des données, c'est toujours le nerf de la guerre ici en Amérique. On est très près des États-Unis qui sont très guerriers parfois dans leur façon de garder les données. Alors, les collaborations qui se font avec des choses américaines, on fait très, très attention actuellement. Et puis, au niveau de la population en général, ça ne passe pas très, très bien, ce type d'application de traçage-là. Donc, ça va être à suivre pour voir ce qui va en être avec ça. Merci, Lynn. Donc, on passe à Loïs, tout en donnant cette information que la RDC, donc la République démocratique du Congo, c'est le siège de l'OMS Région Afrique. Allez-y, monsieur Aloïs.
Oui, merci beaucoup. Nous n'avons pas créé donc d'application spécifique, mais nous avons utilisé des plateformes existantes. J'ai parlé de Zoom, hein, très particulièrement. Donc, il y aura ces nécessités-là d'avoir, comme on dit en anglais, tailor-made, hein, vraiment taillé sur les besoins du Congo, une application spécifique. Très bien. Madame Jalila, allez-y. Alors, en Algérie, il y a le ministère des startups qui a quand même mis en place une application sous système Covid Rescue, elle s'appelle comme ça. Donc, elle mesure justement elle assure la traçabilité de personnes infectées par le virus, ainsi que les personnes avec qui le malade a été en contact, donc grâce à la géolocalisation. Donc voilà, c'est la seule que je connais actuellement et qui est mise en place par le ministère des Startups. Très, très bien. On voit bien que les 4 pays ont été très, très réactifs en un laps de temps très, très réduit. On voit bien qu'il y a quand même pas mal d'applications qui sont mises. On va y aller un peu vers la réglementation. La question, elle est très pertinente. Alors, la question est la suivante. Donc, lien entre la gestion numérique de la pandémie et respect de la vie privée et des règles RGPD. RGPD, ça veut dire Règlement général protection des données. C'est un règlement européen. Allez-y. Je donne la parole à Madame Lynn. Alors, nous, de notre côté, c'est un petit peu différent. On n'a pas tout à fait la même réglementation au Canada, mais comme j'ai mentionné précédemment, on a un souci majeur au niveau de la confidentialité et la préservation des données. Dans la dernière année, surtout, on a eu beaucoup de causes qu'on a pu voir que des données personnelles avaient été hackées, qui étaient sur des grands réseaux au niveau des banques, au niveau de différents hôpitaux, un petit peu partout. Alors, c'est sûr qu'actuellement, c'est un problème majeur sur lequel les gens se concentrent à essayer de régler ça. Et pour pouvoir avoir quelque chose qui va être vraiment, qui va avoir passé auprès de la population de bonne façon, il faut vraiment qu'ils puissent donner des garanties gouvernementales que les données vont être protégées. Merci. Madame Jalila. Alors, pour la privacy, les données personnelles, comme j'ai dit, notre application ne récolte pas d'informations, donc pas de nom, pas de prénom, pas de géolocalisation, pas de tracking. Donc, et elle rentre vraiment dans la réglementation GRPD et IPA aussi, parce qu'il n'y a pas un dossier médical derrière. D'accord? Donc, la récolte d'informations se fait sur la base de données quantitatives, donc qui seront là très utile pour pouvoir justement tracer une stratégie par rapport à la santé mentale en Algérie, mais pas que l'Algérie, parce qu'elle est quand même mondiale moi-même je considère la coronaphobie comme une phobie pas seulement spécifique, mais un autre genre de phobie avec plusieurs dimensions. Même l'agoraphobie, elle entre dedans, la thanatophobie, enfin plusieurs d'autres dimensions. Donc, et là, que les chercheurs et les psychologues doivent, c'est-à-dire étudier de manière très poussée. Voilà. Donc, c'est une nouvelle phobie qui s'installe. Merci. Monsieur Patrick, allez-y. Alors, moi, je vais juste très rapidement rappeler que c'est l'appareil c'est le smartphone de la personne qui émet des identifiants aléatoires par Bluetooth, que ces identifiants restent dans l'appareil. Et en fait, après, c'est une fois qu'une personne est testée positive, elle reçoit de la part de l'autorité cantonale un code COVID, et c'est encore la personne elle-même qui décide de rentrer son code, et ce code va aller contrôler quel contact il y a eu, quel contact 1,5 mètre pendant 15 minutes minimum, les 14 derniers jours. Toutes ces données sont effacées automatiquement au bout de 14 jours. Très bien. Donc, la Suisse étant pas un pays européen, mais concerné par les dispositions légales européennes, d'après notre système de protection des données, on est tout à fait OK par rapport à la RGPD.
Merci. Allez-y, Aloïs. Je crois qu'il y a une autre dimension, c'est le consentement, qui est très importante. Il y a la partie gestion des données, mais comment le patient, le participant à une recherche ou à une collecte de données donne aussi son consentement sur la manière dont ces informations peuvent être utilisées. Alors, là maintenant, je vais vers le deuxième chapeau des questions. Je vais cibler tout d'abord les formateurs, étant donné qu'ils sont majoritaires. Donc, on a Lynn et M. Patrick. Donc, j'ai deux petites questions très intéressantes. La première est la suivante. Donc, les outils ou techniques utilisés en formation en cours de la pandémie. Quels sont les outils et donc les techniques que vous avez donc utilisées pendant la pandémie? Allez-y, Madame Lynn. Alors, de notre côté, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, Zoom est devenu notre plateforme pour communiquer avec nos étudiants, pour donner nos formations. On a même fait des laboratoires virtuels. Donc, nos techniciennes étaient dans leurs locaux, faisaient la démonstration de technique aux étudiantes qui étaient à domicile avec du matériel qu'elles ont pu avoir. Et puis, la pratique se faisait à distance. On a fait des évaluations de la même façon aussi. On s'en va beaucoup dans un mode où on va utiliser des simulations virtuelles, des virtual games aussi, pour aider à la pensée critique sur des histoires de cas reliées aux différentes compétences qu'on a besoin de développer. Donc, c'est du matériel qu'on a commencé à utiliser et qu'on va utiliser de plus en plus dans la prochaine année parce qu'on sait que maintenant, la majorité de nos cours vont tout être à distance pour la prochaine année. Merci. Allez-y, Patrick. Alors nous, vu les mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de réunir plus de 5 personnes, tous nos cours pendant la crise Covid ont été annulés. Ils ont été maintenant reportés en fin d'année et nous sommes obligés d'avoir un concept de protection individuelle, porter les masques, tout ce qu'on fait en présentiel, distanciation sociale, etc., etc. Je rejoins tout à fait le Canada. L'idée, c'est que l'année prochaine, on puisse en partie réaliser des cours via Zoom, en tout cas une partie du cours via Zoom. Mais c'est clair que le Zoom ne remplacera jamais le contact avec le patient, spécialement quand il s'agit d'un patient ventilé. Voilà. Merci Patrick. Alors, une question qui ciblera donc Jalila, qui concerne un peu tout ce qui est psychologie. La question est la suivante. Alors, comment gérer son stress et sa fatigue morale et physique? Ça provient de professionnels de la santé. C'est des professionnels de la santé qui nous posent cette question. Alors, donc, la solution, elle sera pour les professionnels de la santé parce qu'il y a justement le grand public et puis les professionnels de la santé mentale qui ont, c'est-à-dire, le stress, il est plus important parce qu'ils sont en contact direct avec le virus. Donc, et ils n'ont pas seulement peur pour eux, mais aussi pour leur famille. Donc, et rester très loin de leur famille plusieurs jours en confinement parce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire être en contact avec eux. Donc là, vraiment, ça s'aggrave. Donc, pour la gestion du stress, il leur faut absolument c'est-à-dire un accompagnement mais vraiment à proximité. Il faut que les psychologues soient toujours dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., ou bien même par Internet, parce que là, c'est ça ce que j'ai fait en formant les psychologues à la cyberpsychologie pour qu'ils sachent comment intervenir, parce que ce serait très différent quand on n'est pas en face à face. D'accord? Donc, la gestion de leur stress relève un petit peu des cyberpsychologues, c'est-à-dire même les psychologues ont peur d'être en contact avec eux. Donc, la cyberpsychologie peut être vraiment une solution à proposer à haut niveau et surtout former les psychologues à ce domaine-là. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est aussi faisable.
Ce n'est pas facile Mourad, aussi pour moi. Oui, oui. Mour- Ce n'est pas Mourad, facile. Oui, oui, je vous écoute, j'ai compris. Donc, ce n'est pas facile aussi pour moi. J'ai de très, 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 très bonnes questions, très pertinentes. Malheureusement, nous avons dépassé le temps de 13 minutes. Je vous remercie. Je vais juste conclure pour dire que, effectivement, ce webinaire qui s'est attaché donc à la e-santé, qui est venu en appui du MOOC sur la e-santé qui est mis à la disposition de l'ensemble du grand public et des professionnels de la santé. Ce MOOC est très, très intéressant. Je dirais que c'est un lieu, c'est un espace d'échange très, très intéressant. Enfin, pour conclure, la e-santé, effectivement, concerne le patient. La e-santé concerne aussi les professionnels soignants. Elle concerne aussi nos étudiants en formation, qu'ils soient médecins, paramédicaux. Je vous remercie pour votre participation et je remercie l'ensemble des intervenants pour la richesse, la pertinence et leur bonne communication et peut-être à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, portez-vous Au bien revoir. tous et n'oubliez pas les gestes barrières, le masque. Oui, oui. Bon courage. Au revoir et merci. Au revoir.